Bon, bah merci beaucoup pour cette invitation. C'est un super plaisir et c'est ce qui est assez fascinant, c'est que c'est vraiment un point d'orgue très intéressant dans ma recherche, puisque donc comme je disais, enfin, je suis un peu sur une période de ma recherche où j'ai pas mal étudié les pipelines de fabrication dans le secteur de l'audiovisuel. Je reviendrai sur ce que j'entends par pipeline et ce secteur-là, comment je le définis. Et là, je suis vraiment sur une période où, un peu comme tout le monde, j'intègre l'intelligence artificielle qui transforme ma recherche. Et donc, je suis sur un projet de recherche qui est en train de se monter et, où on est sur, voilà, sur vraiment un travail d'observation de terrain en secteur professionnel des IA génératives. Donc, il y a vraiment une grande transformation dans ma pratique et la présentation sera à cette image. Donc, je vais pas repréciser qui je suis, juste quelques petits éléments qui peuvent aussi vous situer, c'est-à-dire, donc moi je suis dans un laboratoire qui est un peu général en fait, qui s'intéresse aux arts des images, arts contemporains, notamment je suis dans ce qu'on appelle un atelier, c'est une sous-équipe en quelque sorte, qui s'appelle image numérique et réalité virtuelle. Et ATI, ça a été fondé par des cofondateurs, enfin, des pionniers de l'art numérique que sont Edmond Couchot, Marilène Tramu, Michel Brett, entre autres. Et j'avais notamment fait tout un travail de généalogie de la pensée d'Edmond Couchot dans les arts numériques, qui était plutôt un travail très théorique en fait, mais qui me permettait de revenir un petit peu sur comment les technologies de l'image avaient un peu transformé à la fois les logiques de fabrication dans le secteur industriel, ce que Edmond définissait bien, comment les concepts ont commencé à émerger petit à petit, et aussi se poser cette question dans les 40 ans de publication d'Edmond, de comment enseigner les technologies de l'image, voilà, alors que c'est tout nouveau. Et on se repose un peu cette question-là avec les IA génératives, et c'est un peu le cœur de la présentation, c'est comment enseigner ces images génératives. Donc moi, je vais vous faire un retour un peu de 2 ans sur ce point-là. Mais avant de vous présenter ce point-là, je trouvais que c'était très important de revenir sur les observations de terrain en situation professionnelle, parce que je pense justement que c'est à partir de ces observations que commencent à se définir certaines évolutions justement sur cette approche un peu pédagogique. Et j'ai pas mis de chronomètre, donc j'espère que je vais pas être hors temps. Je vais essayer de faire attention. Donc, quelques éléments de définition. Donc, qu'est-ce que j'entends par pipeline? Pour moi, donc, c'est un objet socio-technique, c'est-à-dire que je l'intègre vraiment à la fois dans sa dimension technologique. Pipeline, quand on interroge des gens du secteur du cinéma d'animation, jeux vidéo, VFX, post-production, va y avoir toutes sortes de définitions et selon qui on interroge, la vraie question c'est où se situe la vérité. Est-ce qu'elle se situe plutôt du côté de la production et donc de l'argent, des flux financiers, de l'organisation du travail, ou est-ce que si on interroge des gens plutôt du développement, ça va plutôt être, bah, ça se situe dans les données, dans les logiciels, dans l'organisation des chaînes de fabrication, etc. Donc le pipeline, c'est un objet qui est très multiforme, qui est très organique, qui évolue énormément en fonction des studios, des productions, des pays et de qui on interviewe. Donc moi, je le sous-divise en fait en deux sous-concepts qui sont un peu plus simples en fait à appréhender, qui vont être le workflow et le data flow. Alors, je reprends le langage en fait qu'on me donne en fait. Le workflow, en gros, c'est tout simplement le flux de travail, c'est la chaîne de fabrication par métier. C'est-à-dire, on va dire, bah, dans un premier temps, on va avoir des étapes de modélisation, c'est-à-dire la création d'objets 3D. Le surfacing, ça va être créer l'apparence texture, puis de l'animation, etc. Alors ça, c'est une description workflow du pipeline. Et après, on peut avoir une description data flow qui va être de dire, bah, dans tel logiciel, je vais créer des fichiers 3D qui vont être sauvegardés dans des FBX, dans des .mb, etc. Je vais extraire ça dans d'autres logiciels qui vont me faire extraire des fichiers .tif, .png. Puis je vais, voilà, au final, livrer une image en 4K, 16 bits, etc. Voilà. Un autre type de langage qui est beaucoup plus informatique, beaucoup plus technique, tel qu'on le voit. Et encore, c'est un peu la face émergée parce qu'on peut aller vraiment très très loin sur des logiques de système d'information, une architecture CI/CD, etc. On peut aller vraiment très très loin sur la partie data flow. Data flow, c'est vraiment c'est le flux des données, c'est comment, d'un point de vue purement informatique, les données vont d'un point A à un point B. Et ça, c'est des outils qui me permettent d'analyser donc les pipelines de fabrication. Et ce qui m'intéresse, c'est comment les pipelines, dont on va dire qu'ils sont classiques, traditionnels, sont transformés par les intelligences artificielles dans les secteurs de l'animation, du jeu vidéo, des VFX et de la post-production. Donc forcément, moi, à ATI, en art et technologie de l'image, j'enseigne bah, la création d'objets 3D avec Maya ou Blender, j'enseigne la programmation avec le GLSL
pour faire des cours de mathématiques déguisés, mais sachant que les principes de GLSL et d'informatique graphique derrière sont à la base des algorithmes de 3D pour tous les moteurs, que ce soit Arnold, Renderman ou Cycles, pour pas sortir encore d'autres termes techniques, mais voilà, c'est tout un écosystème. Voilà, donc j'ai une certaine habitude classique d'enseignement de ces logiciels-là. Et je me retrouve depuis 2-3 ans, comme beaucoup de mes collègues et confrères, confrontés à ces outils qui disent faire les choses à la place de ces techniques traditionnelles. Et je me retrouve aussi avec des étudiants et étudiantes qui arrivent avec des outils et qui sont capables en quelques secondes de produire du code où je mets un semestre en fait à l'enseigner. Donc, le problème, c'est qu'il y a à la fois ce constat qui est un peu surprenant et après, il y a une réalité de terrain qui est concrètement, est-ce que ces images sont vraiment utilisables en production? Et donc, est-ce que les professionnels les utilisent vraiment? Est-ce que le savoir qu'on fait avec, qu'on émerge de ces outils-là est vraiment utile en production? Est-ce qu'il facilite l'insertion professionnelle? Et donc, est-ce que pour moi, en tant que responsable pédagogique, est-ce que c'est pertinent d'enseigner ces outils-là? Comment je les intègre? Comment ça transforme nos plaquettes pédagogiques, etc. Là. Il y a plein de questions que je vais vous préciser avec tout ça. Notamment, j'interroge beaucoup la facilité qui a l'air d'être très apparente ou qui est pour moi très marketing. Et quand on observe le terrain, elle est un petit peu plus complexe. En sachant que j'utilise beaucoup comme UI, mais je reviendrai un peu sur les outils, parce qu'il y a tout un écosystème extrêmement dense et très riche d'outils. Tripo AI, on a Seedance en ce moment qui fait beaucoup de bruit sur le cinéma, Flux, One, Qwen. Voilà, il y a tout un écosystème des centaines, et des milliers de modèles. Et si on va sur la plateforme Hugging Face, on a voilà, d'une pléthore de modèles, de générations de toutes sortes et pas que d'images, voilà, qui font que ça commence à devenir extrêmement complexe de cartographier et d'avoir un discours critique de quoi enseigner. Mais je reviendrai sur ça juste après. 13, génial. Alors, il y a un discours des fournisseurs que je trouve extrêmement intéressant, qu'on retrouve beaucoup et qui était déjà un peu là il y a 2-3 ans, mais qui aujourd'hui, je trouve, commence à rentrer en tension. Par exemple, Tripo AI 3D, qui est une plateforme qui propose de faire de la génération 3D à partir d'une image, et qui est effectivement très saisissante. Si on envoie un concept art 2D en image d'entrée, ça peut nous sortir en sortie 3D un modèle 3D qui est effectivement assez intéressant, qui coche beaucoup de cartes de conformité des spécifications professionnelles avec un dépliage UV, avec un rigging, une animation. Et il y a cette phrase que je trouve très intéressante, c'est All-in-one seamless workflow, bring your ideas to life faster, smarter and easier than ever. Donc il y a quand même un discours de ça va rendre votre productivité, ça va améliorer les choses, ça va être plus simple. Mais derrière ça, évidemment, se confronte tout plein de discours dont vous avez certainement connaissance, qui est les grands conflits sur ça va remplacer notre travail, on va mettre des IA à notre place, donc on va perdre notre emploi, où va être la créativité, et les questions écologiques, et les questions de droit d'auteur, et les questions de politique, des perceptions à travers les IA, etc. Voilà. Donc il y a toutes sortes de débats qui rentrent en conflit avec ça. Maintenant, si on essaye d'observer un peu finement, c'est-à-dire concrètement, on prend ces outils et on se demande, OK, est-ce que c'est vrai que je peux les utiliser en situation de production? Est-ce que l'outil va me sortir? Est-ce que concrètement, oui, un studio a un intérêt à l'utiliser? Comment il les utilise et avec quelle entrée, quelle sortie, quel contrôle? Et est-ce que ça peut se mesurer? Et c'est pas si simple que ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y a souvent un effet de démo et un effet waouh qui se passe avec ces outils, c'est-à-dire qu'ils sont dans des choses un peu fermées, dans un format SaaS en ligne comme ça, où on peut avoir une donnée d'entrée, une donnée de sortie qui est saisissante. Mais après, dès qu'on veut commencer à mettre face à des critères professionnels du cinéma d'animation, de la post-production, de jeux vidéo, c'est un petit peu plus subtil que ça. Par exemple, si on prend la démo, on entend beaucoup parler de Seedance, qui est effectivement un générateur de vidéos qui est très saisissant. Mais si vous allez sur le site officiel, vous verrez cette vidéo absolument fascinante d'un pizzaiolo qui est en train de faire sa pizza. Et on a un long plan séquence qui traverse une vitre, qui fait disparaître la vitre, qui est déjà un effet spécial qui est effectivement objectivement complexe à mettre en place sur un set. Et on voit la caméra qui s'approche du pizzaiolo et qui à un moment se tourne vers la droite. Et donc, le pizzaiolo met la pizza dans la boîte et donne la pizza au client. Sauf que si on regarde très attentivement la spatialité de la scène, le client, il se situe entre le plan ici et le four. En fait, là, le client, là, que vous voyez dans l'image en bas, il est quasiment en train de toucher le four. Donc là, je pense qu'il a très, très feu dans son dos. Et ça, c'est ce qu'on appelle un faux raccord.
Le problème, c'est que les images, en fait, ont tendance, les images génératives ont tendance à créer une impression de cohérence, mais n'ont pas conscience de la spatialité, forcément, de ce qu'elles vont produire. Il y a souvent des effets d'aberration, et même si on peut avoir un effet cohérent dans un ensemble, quand on regarde dans les détails finement, c'est pas si simple. Il y a à la fois ce côté de cohérence spatiale, il y a aussi le problème de la consistance, même si Silence quand même résout beaucoup ça, c'est-à-dire la consistance, c'est comment les choses sont cohérentes d'un plan à un autre ou entre des vidéos entre elles. Tout simplement, c'est que si on a un acteur généré, bah, on doit retrouver les éléments caractéristiques de son anatomie d'un plan à un autre. Et là, on a typiquement quelque chose qui est à peu près cohérent, mais qui nécessiterait pour le coup de l'itération. C'est-à-dire qu'on va devoir régénérer la vidéo, améliorer les choses, repréciser les choses. Et là, on commence à aller dans quelque chose d'un petit peu intéressant dans cette utilisation des outils, c'est qu'en fait, ils sont pas si clés en main que ça, en fait. Ils vont rapidement, et souvent avec un coût financier quand on passe par des plateformes web, générer des images ou des vidéos intéressantes, mais il va falloir souvent refaire une fois, deux fois, trois fois, plusieurs fois l'image ou la vidéo, et parfois avec des services différents. Il y avait aussi cet exemple que je trouvais très intéressant sur les discours, c'est tous ces influenceurs qui disent oh, ça fait seulement un jour que la chose existe et le monde n'est déjà pas prêt pour ça. Et je vais avancer, puisque je sens déjà que je vais être en retard. Il ne faudra pas hésiter à me couper, parce que je sens que j'en ai des bonnes choses à dire, hein, mais, comme Julie. Ça va très bien, Rémi. Ça va très bien jusqu'à présent, même si tu débordes un petit peu, c'est très intéressant, donc c'est Ok, correct. super, merci. Donc, il y a quand même pas mal d'études qui commencent à arriver. On commence à avoir du recul, ou, voilà, qui soit scientifique, qui soit à travers des observatoires. En France, on a notamment le CNC, qui est le Centre national du cinéma et de l'image animée, qui est un établissement, enfin une institution qui est très très importante en France parce qu'elle est financée en très très grande majorité par les revenus du cinéma et de la télévision. Et ensuite, elle va redonner une partie de ses fonds à la fois pour faire des observations, des rapports sur le territoire français, et en même temps va contribuer au financement du film, des jeux vidéo, des créations numériques en France. Donc c'est un acteur assez incontournable qui explique la puissance de l'écosystème français dans le secteur des industries culturelles et visuelles. Et notamment, il y a un observatoire de l'IA que je vous invite à consulter, où il y a plusieurs rapports qui commencent à se mettre. Et ce que l'observatoire a essayé de faire, c'est de prendre, par exemple, des métiers cibles et d'interroger des acteurs et des actrices professionnels de ces métiers et de leur demander, bah, objectivement, c'est quoi votre impact avec ces outils? Est-ce que vous les utilisez? Est-ce que vous les utilisez pas? À quel point vous estimez que c'est intéressant, pas intéressant, utile, pas utile? Parce que vous êtes les expertes et les experts du métier. C'est, voilà, faites-nous remonter vos retours de terrain. Donc ça, c'est un peu leur démarche que je trouve assez intéressante parce qu'elle permet de contrebalancer ce discours marketing qu'on peut avoir. Et là, tout de suite, en fait, on a des retours qui sont un peu plus circonstanciés. Bon, pour le moment, certaines études, celle que je vous montre par exemple, qui est la toute dernière, qui essaie de demander un peu objectivement au studio, bah, est-ce que vous utilisez les outils d'IA générative? Parce que officiellement, vous ne les utilisez pas, on le sait bien, parce que vous n'avez pas le droit. Mais voilà, donc les choses ont été faites anonymement, et comme on a eu, donc, si je dis pas de bêtises, 67 répondants. Ce qui est pas ridicule, mais qui, à l'échelle du marché français, est malheureusement ridicule, parce qu'on est sur plusieurs centaines de studios, si on est en jeux vidéo, animation et post-production, on est vraiment sur plusieurs centaines, voire un bon millier, à mon avis, de structures. Donc l'échantillon reste quand même assez faible, mais suffisamment significatif pour donner une tendance. Et qu'est-ce qu'on observe? Alors, toutes sortes de choses. C'est que déjà, les répondants et répondantes, voilà, c'était vraiment toutes sortes de productions, courts-métrages, documentaires, longs-métrages. Alors là où c'est intéressant, c'est ont déjà essayé 70%, surtout les répondants et répondants, et notamment en post-production, on était proche de 90%. Et les chiffres étaient même encore plus précis, mais c'est pas totalement dit là. C'est en réalité les 90% en post-production intègrent les outils de façon structurante dans leur production et sont dans un discours où de toute façon, soit on le fait, soit on n'est plus compétitif face aux concurrents. Donc il y a une pression dans le secteur de la post-production qui peut s'expliquer pour plein de raisons que je ne pourrais pas détailler là, mais là où le secteur de l'animation est beaucoup plus en frein, on parlait plutôt de 60% en termes de tests, mais après en termes de structuration, c'est pas du tout au point encore parce que la production d'animation est beaucoup plus fragmentée que dans la post-production et surtout elle intègre un scope
de créativité qui va vraiment de la pré-production jusqu'à la livraison, là où la post-production peut s'intégrer sur, on reçoit des images filmées sur le set d'un plateau. C'est pas tout à fait la même dynamique, ça explique pas les mêmes choses. Après, ce qui était intéressant, c'était d'observer que les logiciels qui étaient remontés, c'était essentiellement des sociétés implantées aux États-Unis. Donc, se pose la question de la souveraineté à travers ces outils, du fait de partager non seulement les images et donc de la confidentialité. Donc, ce qui fait que si on est dans une production où on est dans un accord avec un TPN américain où il faut surtout pas balancer les données n'importe comment, c'est pas possible. Si en plus d'envoyer les images, mais on envoie aussi son process de créativité. Donc il y a des questions d'enjeux de souveraineté qui amènent beaucoup de sociétés à essayer de développer des solutions en interne. Mais qui dit des solutions en interne, ça veut aussi dire qu'il faut développer des R&D en interne. C'est extrêmement complexe, ça vient des aider. Et d'autres aspects, ils revenaient aussi beaucoup sur est-ce que concrètement, vous trouvez ça intéressant? Le degré de satisfaction était positif, plutôt satisfait, on le voit en vert clair, mais plutôt pas satisfait n'est pas non plus anodin en fait. Donc on voit que c'est quand même assez mitigé pour le moment par rapport à ces résultats d'enquête à travers cette enquête sur un échantillon faible mais assez représentatif. Une autre étude très intéressante, toujours du CNC, mais cette fois-ci avec l'AFDAS, qui est ce qu'on appelle un opérateur de compétences chez nous. Donc, c'est des gens qui gèrent principalement l'alternance, c'est-à-dire vraiment le lien entre la formation et le secteur professionnel. Donc, c'est des gens qui ont vraiment à la fois le carnet d'adresses des formations en France et des secteurs professionnels. Et donc, bon, il cite beaucoup de choses, notamment un groupe qui s'appelle Creative Machines, qui est extrêmement intéressant, qui essaie de cartographier les outils d'intelligence artificielle générative à usage d'images, principalement dans le secteur créatif. Il y a toutes sortes de choses très intéressantes qui ont été soulevées à travers cette étude, qui est un peu plus textuelle et beaucoup moins schématique. Mais en gros, ce qui est remonté, c'est qu'il y a beaucoup d'outils qui sont peut-être de moins en moins euh, dans un format tout en un, c'est-à-dire on fait tout d'un coup, mais plutôt vont essayer de se préciser de plus en plus sur des corps de métier. Et notamment des outils dits legacy, c'est-à-dire des outils qui vont s'intégrer directement à d'autres outils déjà implantés dans le secteur industriel. Donc typiquement, c'est le Firefly d'Adobe qui fonctionne très très bien avec Adobe puisque la plupart des studios audiovisuels ont déjà Adobe et en fait c'est juste une extension de compétences comme un nouvel outil. Là où utiliser Comfy UI, c'est apprendre un nouveau logiciel mais aussi un nouveau mode de fabrication. Comme je disais en introduction, il y a une pléthore de modèles et de systèmes de génération des images qu'on remarque à bien des égards. Et en fait, commence à se développer non pas seulement la compétence d'utiliser les outils, que ce soit Firefly dans un format legacy ou Comfy UI comme un nouveau paradigme de création des images, mais aussi la question de savoir gérer les modèles, en fait. Savoir prompter est une chose, mais savoir connaître les modèles et comment les modèles réagissent au système de calcul, c'est une capacité dite de curation être curateur comme en art, c'est-à-dire être capable de réaliser une exposition, de connaître les artistes, les œuvres, et d'être capable d'organiser son exposition ou un ouvrage à travers une identité générale. Mais on retrouve en fait ce type de compétences dans les modèles de génération. Et on le voit, en fait, quand on utilise un peu ces outils, on se dit peut-être qu'effectivement, le modèle Flux est peut-être un petit peu plus précis, mais il est peut-être un peu moins permissif sur certaines choses. Donc, je vais peut-être plutôt utiliser un Stable Diffusion 1.5 parce qu'il a une plus grande variété, il est beaucoup plus généraliste. Mais je vais devoir utiliser peut-être un système de contraintes un petit peu moins élevé parce que je sais que dans ce contexte-là, etc., etc. Voilà. Donc, il y a une capacité qui relève moins de la maîtrise d'un outil que de la capacité à connaître finement les modèles et d'une certaine manière leur dataset implicite généré avec ces modèles. Et donc tout ça, tout cet embryon amène aussi une transformation inévitable des façons de fabriquer dans les studios et donc des pipelines. Parce que jusque-là, on avait des pipelines qui étaient assez standardisés, entre guillemets, je mets des très très grosses guillemets parce que ce n'est absolument pas standardisé. Mais contrairement à l'IA, qui lui par contre va complètement tout contrebalancer, je vais vous expliquer ça un petit peu plus en détail après. Bref, autre chose qui était intéressante dans cette étude, c'est-à-dire qu'elle s'interrogeait notamment comment les formations se positionnaient au regard de l'intelligence artificielle. Et ce qu'elle remarque, c'est que en interrogeant, je ne sais plus, une trentaine, une cinquantaine de formations, et concluait cette étude que tout est en pleine structuration, en fait, avec beaucoup de sensibilisation courte, peu de formation très avancée, et surtout une forte incertitude sur le niveau d'intégration à adopter. Et moi-même, je vous donnerai des exemples très personnels sur ce point-là.
26, faut que j'accélère. Voilà. Alors, je complète ça avec des observations de terrain. Je peux pas vous donner le nom des studios parce que c'est confidentiel, mais croyez-moi sur parole, ce que je vous dis est très scientifique. Donc certains studios me faisaient remonter des pratiques en fait qui étaient très intéressantes, notamment certains studios me disaient qu'en pré-production, c'est-à-dire toute la phase de conception ou de dialogue avec le client, c'était intéressant parce que ça permettait de générer des images avec les mots des clients et clientes. Ça permettait de faciliter le devis ou le projet avec les clients. On est d'accord sur une image, on est d'accord sur une intention visuelle, et maintenant, bah, on repasse sur des outils traditionnels. Typiquement, ça se fait. Là où par contre, sur le livrable, les enjeux sont plus complexes, parce que quand on veut livrer typiquement une vidéo pour du cinéma, on attend en sortie un format vidéo très précis, on peut attendre du 4K, on peut attendre du 16 bits, on peut attendre un format de compression particulier, donc avec un codec de compression vidéo particulier, on ne peut pas se permettre d'avoir des petits pixels étranges, et surtout, sur la nature même de ce qui est représenté, ben, on ne peut pas se permettre d'avoir 6 doigts, on ne peut pas se permettre d'avoir des faux raccords. Voilà, donc il y a toujours le même degré d'exigence d'une image classique, sauf que va s'ajouter en plus des nouveaux degrés d'exigence qui vont être liés à la transformation et la conformité d'une IA vers un schéma classique. Un autre exemple d'un autre studio, dont je ne peux pas citer le nom, euh, qui m'indiquait, par exemple, le schéma suivant, comment ils faisaient pour utiliser des IA génératives dans leur quotidien. Eh bien, ils me disaient, bah, c'est simple, j'utilise 3-4 services en ligne, dont je paye un abonnement pour chacun de ces services, je génère X images, je garde 50% des images générées. Et sur les 50% d'images générées, eh ben, donc il y en a 50% qui vont à la poubelle et dont le budget alloué. Et je vais retravailler l'image entre 80 à 90% pour l'intégrer dans des plans un peu plus longs. Donc, à la fois, on voit la dépendance avec ces outils-là, on voit aussi la perte financière qu'elle peut représenter dans cet exemple particulier. Hein, bien sûr, c'est pas général, ce n'est qu'un exemple particulier. Je vais à la piscine Ok. et je reviendrai avec une quiche. Ok. OK? Bon Pour appétit. venir avec de la salade, j'ai plein de salade. Hein? C'est bon. Et bon appétit, bien sûr. Donc voilà d'autres exemples. Un autre exemple d'un studio, j'interrogeais un CEO d'un studio d'animation qui me disait qu'ils avaient abandonné le développement en interne d'outils d'intelligence artificielle générative parce que c'était un niveau de compétence que personne n'avait dans l'entreprise, personne n'était capable de les encadrer et ils préféraient faire le choix de ne rien développer, de laisser attendre que des outils se standardisent pour commencer à les intégrer vraiment dans leur production ou bien d'avoir des nouvelles jeunes générations qui arrivent avec ces outils clairement. Bref. Il y avait toutes sortes de choses que j'ai pu observer, notamment des écrans remplis de Comfy UI dans certains studios. C'est pour ça que je me suis amusé à faire cette génération d'images un peu comparative entre Comfy UI et Gemini avec le prompt peux-tu me générer une image à des fins d'illustration? Voilà, on voit des écrans avec Comfy UI. Bon, c'est ce que j'ai vu sans les dinosaures et les voitures et les feux d'artifice, bien sûr, mais je trouvais ça intéressant. Alors après, pour expliquer un petit peu plus ces histoires de transformation de pipeline et comment j'imagine que ça se recompose, pour résumer de la façon la plus minimale possible un pipeline, on va dire plutôt un workflow, on va dire qu'on a une étape de fabrication, puis à la fin une étape de livraison, et entre deux, il y a des étapes de validation. L'étape de validation va faire qu'on va revenir sur l'étape de fabrication, ce qu'on appelle une retake. Voilà, c'est le schéma très classique et tout ça, ça se sous-découpe à tous les corps de métier et parfois à des blocs de corps de métier. Voilà, donc je dirais que c'est un peu la structure minimale dans une chaîne de fabrication. Là où quand on est dans un monde un peu plus intelligence artificielle, et c'est un petit peu ce que je vous décrivais avec les exemples, c'est qu'on est plus sur de la génération, du tri et donc de la poubelle, de la correction éventuelle pour que ça s'adapte, et pour que ça soit utilisable, de la validation. Si c'est pas validé, ben, on refait de nouvelles générations, donc on redépense encore de l'argent, soit sur des services ou sur des solutions locales, à condition qu'on ait eu les compétences en interne pour développer ces solutions locales. On fait de la conformité, donc là on rechange encore l'image, on la transforme en 4K, on la passe du 8 bits au 16 bits, ce qui veut rien dire, ou on l'intègre sur des portions et des images, puis enfin on fait la livraison. On a des éléments de complexité et ça, sans cette structure minimale, c'est un petit peu plus complexe. Alors j'ai préféré, au début j'avais dit pipeline dit classique, traditionnel, pipeline IA. Maintenant je préfère distinguer pipeline déterministe et pipeline probabiliste. Parce que quand tu utilises ces outils d'intelligence artificielle, d'image ou de vidéo, on est sur des systèmes de statistiques, on est sur de la probabilité, on a un pourcentage de chance d'à peu près y arriver.
Et on est sur un format un peu boîte noire. On peut pas totalement contrôler les flux, que ce soit les flux d'entrée ou de sortie, on peut les donner soit sur des services extérieurs, et si on est en interne même, on est potentiellement sur des boîtes noires. Certains modèles ouvrent complètement à la fois leurs algorithmes et leurs datasets, ils sont pas tous dans ce cas-là. Donc on peut être tenté d'utiliser des services beaucoup plus fermés parce qu'ils sont jugés plus efficaces, mais par contre on ne sait pas forcément comment ça se passe à l'intérieur, et notamment on n'est pas totalement sûr que l'image en sortie ne contienne pas des éléments qui soient sous propriété intellectuelle. Et c'est extrêmement complexe, notamment quand on veut livrer quelque chose pour justement générer une propriété intellectuelle, ce qui amène tous les différents procès dont vous connaissez actuellement. Si je résume un petit peu ces deux types de pipelines différents avec quatre critères, mais j'en ai vraiment énormément. Donc, en gros, on peut dire c'est que la finalité du pipeline, donc, quand il est standard ou déterministe, va être de produire des outputs contrôlés. Pourquoi? Bah, pour contrôler chaque étape, pour diminuer le risque de la production, pour s'assurer que chaque élément arrive dans les temps. C'est aussi anticiper et budgétiser une production. Vous me demandez de réaliser telle vidéo ou tels éléments. Moi, je suis capable de rationaliser la production et de vous dire ça prendra tant de temps, tant d'argent, tant d'employés. Donc, on rationalise la production. Là où dans l'IA générative, on a quand même une certaine inconnue qui est quand même assez forte, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas d'inconnu dans les formats de studio très classiques, mais on repose quand même beaucoup plus sur un aspect probabiliste qui va, lui, amener une dimension où on va devoir filtrer, stabiliser et rendre exploitables les outputs qui peuvent être incertains. Ce qui fait que ça explique un petit peu pourquoi beaucoup de studios vont dire que ils sont un petit peu contraints de retravailler leurs images et finalement d'avoir une façon de fabriquer classique qui vont hybrider avec ces outils d'IA générative et donc de devoir bricoler et hybrider des IA génératives et des techniques dites traditionnelles, sachant que quand on dit traditionnel, en fait, on entend surtout des logiciels hautement techniques comme Maya, Houdini et consorts. Bref, d'un côté plutôt la transformation des données, là où l'autre on est plutôt sur de la sélection, validation, conformité. D'un côté on est plutôt sur du continu, du structuré, du versionné pour les pipelines déterministes, et de l'autre on est plutôt sur du fragmenté, hétérogène et souvent discontinu. Voilà. Et donc la traçabilité est forte dans l'un mais plutôt faible dans l'autre quand on est dans la question de l'IA générative. J'accélère, je suis désolé, je parle vite. J'ai peur de ne pas trop exposer mon temps. Donc, mes observations en pédagogie. Donc, j'ai pu faire plusieurs ateliers. Donc, depuis 2 ans, je fais un atelier comme FIUI avec mes étudiants. Je leur demande de produire des images. Et avant ça, ça m'a amené quand même certaines questions, parce que moi, fondamentalement, ce qui m'intéresse à ATI, c'est comment enseigner la création avec des nouvelles technologies. Parce que depuis 40 ans, on a vu, voilà, à l'origine, quand il n'y avait pas du tout de logiciel qui était standardisé, eh bien, on apprenait nous-mêmes à programmer nos logiciels. Avant Maya, avant Blender, par exemple, à ATI, on enseignait Aniflow, qui est un logiciel qui est absolument pas connu, qui est très, très, très niche et très interne, mais on apprenait à créer avec ce logiciel-là. Quand Maya ou XSI avant Maya sont arrivés, eh bien, on a eu toute une génération d'étudiants qui sont arrivés avec XSI, puis Maya, et qui ont commencé à dire Aniflow, ça sert à rien. Voilà. Donc, il y a eu à la fois cette question, c'est comment on enseigne à nos étudiants à passer d'une technologie à une autre, donc d'un paradigme de création de nouvelles technologies à un autre, pour former des gens qui soient capables, d'ici 5 ou 10 ans, d'accepter qu'il va y avoir des nouveaux paradigmes. Il y a 5 ou 10 ans, on avait eu les moteurs temps réel qui ont transformé aussi l'industrie avec ces solutions-là. Bon, entre-temps, on a eu un peu métaverse, on a eu un peu NFT, mais on les a un petit peu oubliés. Mais 10 ans avant le temps réel, on avait aussi tout ce qui était stéréoscopie, réalité virtuelle. Voilà. Il y a eu des grandes révolutions comme ça. Aujourd'hui, c'est les intelligences artificielles génératives. Et dans 10 ans, ça sera peut-être encore autre chose. Ce n'est pas totalement sûr. Il y a plein de pistes. Bref, est-ce qu'on doit pour autant enseigner systématiquement chacune de ces nouvelles technologies? Est-ce que le succès marketing annoncé est-il vraiment un critère d'enseignement? Et on voit d'ailleurs que dans la réalité de terrain que j'essaie de vous exposer, c'est pas si simple que ça, parce que les professionnels eux-mêmes ne sont pas forcément sûrs de comment utiliser ces outils-là, sachant qu'ils amènent des énormes transformations des structures de fabrication. Donc voilà, tous ces éléments-là amènent toutes sortes de transformations. Donc, ce que je fais avec mes étudiants, c'est que je leur demande d'utiliser comme FIUI et d'essayer de pousser le curseur le plus loin possible. Par exemple, je vais avoir quelqu'un qui aime beaucoup faire de la composition d'environnement et je vais lui demander, crée un environnement et essaye d'utiliser ces outils-là pour le générer de façon photoréaliste. Ou un autre va essayer de générer toutes sortes d'images, voilà, de personnages, pour essayer de comprendre un petit peu jusqu'à quel point il peut faire de la variation sur un personnage qui a déjà été créé. Et alors, ce qui est très intéressant et très drôle, c'est que j'ai demandé surtout à mes étudiants de montrer les problèmes. Allô? Puis là, je dis allô, oui. Puis là, il dit comment
et tous les étudiants ont montré des slides de leurs erreurs, en fait, du temps de calcul qui occupait voilà, 1960 secondes sur une machine qui était pourtant des machines très puissantes. On parle de PC gamer avec des RTX 4090, ou des graphes qui n'en finissent pas, des nombreux messages d'erreur, ou des dizaines et des centaines de gigas juste pour réaliser une image, sans compter le temps de téléchargement. Parce que forcément, si j'ai 30 étudiants qui téléchargent chacune 30 gigas en même temps, eh bien, je commence mon cours et on commence en fait dans 2 ou 3 heures, le temps que tout soit installé, opérationnel. Ce qui fait que c'est pas forcément simple en fait à installer juste d'un point de vue logistique. Et une fois que c'est mis en place, on a des tonnes d'erreurs, ce qui fait qu'on doit avoir un support technologique qui est extrêmement complexe. J'ai Jennifer Marignan, par exemple, qui me proposait, qui elle fait du concept art et qui fait notamment du surfacing de personnages. Et à partir de son personnage qu'elle a fait, elle a fait une génération en ZDS et elle a fait des variations pour avoir des variations de texture pour s'inspirer. Donc là, c'est un workflow qui est assez intéressant, c'est-à-dire qu'elle réinsère dans Comfy UI ses propres données de travail pour avoir des variations et se donner l'inspiration. Donc voilà, elle avait notamment utilisé le modèle de base Dream Shaper 8, qu'elle trouvait qui était très biaisé, parce qu'il y avait un gros male gaze, elle trouvait que les formes étaient un peu trop sexualisées, que la ZDS dans ce contexte-là, c'est-à-dire l'information de profondeur que vous voyez là, elle était peut-être pas assez précise pour les outils, et qu'il fallait que le prompt soit quand même extrêmement détaillé pour pas forcément aller dans du trop n'importe quoi. Mais elle trouvait quand même qu'en conclusion, c'était assez rapide et très intéressant pour faire du brainstorm, vraiment, voilà, d'itérer sur une phase de pré-production. Sur un autre exemple, un projet de Fred Bello, Jean-Léon Blanchard et Maëlys Benkelfala, ils avaient généré un environnement 3D que j'ai pas là dans les images, vous n'avez pas, mais c'est vraiment, il n'y a pas de texture, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de couleur. Et ça a été réinséré uniquement avec les lignes de force pour essayer de comparer un petit peu à quel point ça peut générer des formes un petit peu variées. Ah, ils ont eu énormément de mal à utiliser cet outil qu'ils ont trouvé qu'il n'était pas du tout clé en main. Ils avaient besoin d'avoir un dragon, puis finalement ça leur a fait un lézard. Ils voulaient quelque chose de futuriste, et puis finalement futuriste c'était un terme qui était trop vague, c'était pas assez clair. Donc sur une image générale, en fait, ils se sont rendus compte que prompter ça suffisait pas en fait. Il fallait réussir à faire preuve d'un énorme niveau de précision, que l'image seule ne suffisait pas et qu'il y avait une technicité des outils à avoir. Et qui finalement, eh bien, parfois, ça aurait été peut-être mieux de faire les choses un peu par eux-mêmes. C'était leur conclusion, on la partage pas. En tout cas, ça leur avait permis de se sentir un peu sécurisés. En fait, ce que j'ai pas dit, c'est qu'à chaque fois que je commence cet atelier d'une semaine, généralement, je fais une cartographie, je dis, voici le mot IA, vous me dites ce que ça vous évoque, et je fais une carte, et généralement, systématiquement, c'est angoisse, remplacement. Voilà, donc c'est très, très générateur d'angoisse. Et le but de cet atelier, en leur montrant les limites d'essayer de voir à quel point ça peut être applicable ou pas, ça a tendance à les rassurer un petit peu. Et sur un dernier exemple, je fais, après je m'arrêterai avec ça, un atelier donc de programmation GLSL, qui est un langage de programmation pour créer ce qu'on appelle des shaders, c'est des images qui vont être générées par du code qu'on peut animer, qu'on peut coloriser, et on peut aller très très loin, parce qu'on peut resimuler des moteurs de rendu un peu, un peu basiques, mais qui fonctionnent très très bien avec des algorithmes qui fonctionnaient très très bien il y a 40-50 ans. Et donc, depuis l'an dernier, je me pose sincèrement la question, et les IA génératives là-dedans? Donc, ce que j'avais fait l'an dernier, c'est que j'avais bien compris que mes étudiants, si je leur demandais de faire des shaders, ils allaient utiliser ChatGPT ou Claude Code ou que sais-je pour en fait, simplement prendre mes instructions, générer le code et faire le shader, éventuellement le corriger et me l'envoyer. Ce qui en soi n'est pas complètement idiot, hein, ce qui est même plutôt malin, c'est très efficace, mais qui du coup, moi, ça m'interroge sur ce que j'évalue en fait en tant que formateur. Qu'est-ce que j'évalue là au final? Est-ce que c'est la capacité à tricher, la capacité à détourner des usages, ou est-ce que voilà, qu'est-ce que j'évalue concrètement? C'est-à-dire que le format avant IA était assez facile, soit les étudiants et étudiantes y arrivaient, ils n'y arrivaient pas, il y avait des points de blocage. Je faisais en sorte que les shaders à produire étaient par niveau de complexité et puis par secteur de compétences clés à cocher. Donc moi, c'était assez facile pour avoir une cartographie des compétences de la classe. Mais là, c'était plus possible parce que de façon uniforme, tout le monde pouvait utiliser l'IA. Donc ce que j'avais fait,
c'est que j'avais fait moi-même une réponse avec le ChatGPT. Je dis voilà, il faut écrire ce shader, qui doit faire ça, ça et ça. Voici la réponse de ChatGPT. Le sujet du partiel, c'est le suivant, c'est faites mieux et justifiez. Et à partir de ce moment-là, ils se sont retrouvés un petit peu piégés parce que j'ai intégré en fait déjà l'intelligence artificielle avant eux et je leur ai demandé, bah, vous avez totalement le droit d'utiliser ces outils. D'ailleurs, en fait, vous êtes la génération qui allait les utiliser, faites-le. Mais vous devez justifier par contre votre choix. Vous devez dire pourquoi c'est mieux. Pourquoi c'est mieux parce que tel algorithme, parce que telle ou telle chose, parce que tel ou tel machin, etc. Donc il devait être dans un travail de justification et donc une vision un peu plus stratégique, un petit peu plus globale. Bon, ça, c'était l'astuce que j'avais trouvée il y a un an, mais cette année, j'ai fait autre chose. C'est ce qu'on voit dans l'écran. J'aurais quand même demandé de réaliser 8 shaders. Donc, il y avait 8 images que vous ne voyez pas, mais qui sont animées. Euh, et chacun de ces shaders, je les ai pensés. En fait, j'ai fait des captures d'écran, je les ai envoyées à ChatGPT. J'ai dit, à partir de cette image, fais-moi le shader. Et j'ai comparé le résultat produit par le shader et ce que moi j'obtenais, et j'obtenais certaines aberrations, en fait. Ce qui était intéressant, parce qu'en fait, j'essayais de penser le shader pour me dire, je sais qu'il va y avoir certains aspects que ChatGPT va pas forcément subtilement comprendre. Soit parce qu'il y a des interpénétrations, soit parce qu'il y a des petites choses particulières qu'on voit pas forcément au premier regard. Et donc, ça a été plutôt intéressant et les résultats sont pas trop mal. Il y avait certains shaders, typiquement le troisième, bon, ça va être très très technique ce que je vais vous dire, mais ça implique de bien comprendre comment on limite certaines données entre 0 et 1. Et forcément, si ça on ne gère pas très très bien, l'arrière-plan en fait se révèle. Et donc ça, si une IA ne comprend pas en fait ce piège, elle va produire une forme qui peut ne rien avoir, et en fait la forme va émerger. Bon, il y avait plein de petits pièges à IA un petit peu partout. J'ai mis des pièges à IA dans mon examen. Et alors là où je trouve ça absolument drôle, j'ai un étudiant qui était en distanciel pour des raisons personnelles, et sauf que son écran était allumé, donc je voyais tout ce qu'il faisait. Voilà, pendant que je surveillais le partiel, donc je voyais son curseur et je voyais les codes se faire. Et là où c'était vraiment très très drôle, c'est qu'à un moment, je le vois ouvrir un outil de dialogue avec ses camarades. Donc en fait, je vois clairement avec qui il était en train de discuter dans la classe. Et il me dit, ah, je suis bloqué sur le shader 7, mon Claude a planté, je peux plus travailler. Et, et donc, je vois non seulement qu'il parle avec ses camarades et qu'il triche parce qu'il donne les réponses, mais en plus de ça, en fait, il faisait les shaders avec Claude, mais bah, maintenant que Claude ne marche pas, il n'arrive plus à le faire. Donc j'en ai profité, j'ai pris son ordinateur et j'ai écrit un petit coucou sur son dialogue, ce qui l'a énormément fait stresser. Mais c'est aussi assez symptomatique de certains étudiants qui vont par défaut en fait trouver une certaine béquille à travers ces outils et ne pas forcément simplement se poser la question de comment utiliser les outils et d'acquérir les compétences. Sachant que je les autorisais à utiliser les supports de cours et tous les shaders qu'ils avaient fait pendant un semestre qui correspondaient quasiment à cela en fait. Donc, on voit que l'attention et l'effort se redirigent quand même pas mal vers ces outils. Je ne les jugerai pas, je dirais pas forcément que c'est de la paresse, qu'il y a quand même un niveau de technicité pour les utiliser, mais qu'en tout cas, l'attention se concentre sur des nouveaux jouets technologiques qui amènent des nouvelles résolutions à des problèmes. Donc bon, je juge pas. Voilà, j'attends, j'ai pas encore évalué le partiel, j'attends de voir ce qu'il va me donner. Mais voilà, c'est des petits exemples de pratico-pratique. Voilà un petit peu pour ce que je voulais souligner. Et donc moi, un petit peu sur mes perspectives pédagogiques, c'est est-ce que je vais devoir intégrer les intelligences artificielles génératives dans tous mes cours dès le départ? Est-ce que je dois leur expliquer voilà, comment faire, comment bien prompter, à quel point il peut y avoir des limites ou pas, avoir une pensée peut-être plus conceptuelle, de cadrer davantage les choses, de savoir distinguer qu'est-ce qu'on peut vraiment faire avec, qu'est-ce qu'on peut pas faire avec. Voilà, je pense qu'il y a peut-être des choses comme ça. J'aurais plein d'autres exemples d'usage des IA à donner, mais je vais pas m'étendre plus que ça. Et juste en termes de conclusion, voilà, je pense qu'on a un moment assez charnier où on commence à avoir des données concrètes de terrain qui permettent de prendre du recul un petit peu sur ces outils d'IA générative, que ça vaut le coup de commencer voilà, avoir un discours peut-être un peu plus critique technique sur ces outils-là dans des contextes de production particuliers, qui a eu une peur qui était quand même très légitime, mais je pense qu'elle commence à être contrebalancée par des retours où sur le terrain, on se rend compte qu'il y a un effet waouh qui a du mal à aller vraiment sur de l'opérationnel, et à quel point ça va se faire ou pas. Pour moi, on est un peu sur le grand point d'interrogation. En tout cas, on remarque qu'il y a une utilisation concrète dans les productions qui inévitablement impacte le secteur de la pédagogie. Et on doit, nous, en tant que responsables pédagogiques, se poser vraiment la question de comment on intègre
ces outils-là dès lors qu'on se pose vraiment la question de l'insertion professionnelle. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, je suis disponible à ce mail ou pour vos questions éventuelles.